16 ans après la mort de l'empereur Marc Aurèle, Rome est dirigée par les corrompus empereurs jumeaux Geta et Caracalla. Le rêve d'Aurèle d'une Rome parfaite s'est effondré, car l'agression des jumeaux s'étend à travers l'Empire et le mène lentement à sa chute inévitable. Dans le royaume nord-africain de Numidie, Hanno mène une vie paisible avec sa femme Arisha. Cependant, la paix est interrompue lorsque des sirènes annoncent une invasion de l'armée romaine. Voyant de la fumée s'élevant de la ville, Hanno et Arisha enfilent leur armure et rejoignent le reste des habitants pour écouter leur chef, Jugurtha, exposer un plan de défense. Avant de partir au combat, Hanno et Arisha échangent leurs anneaux et se promettent de veiller l'un sur l'autre. Le couple se joint à l'équipe positionnée sur les murs, et Hanno prononce un discours inspirant. Rapidement, les navires romains dirigés par le général Accassius apparaissent au large, et les Numides ouvrent le feu avec leurs catapultes et leurs arcs. Les navires subissent de lourds dégâts, mais Accassius ordonne à ses hommes d'avancer tout en ripostant avec leurs propres catapultes et archers. Le feu se propage des deux côtés, provoquant la mort de nombreux hommes en quelques minutes. Une fois les navires arrivés près de la forteresse, l'armée romaine abaisse les plateformes et envahit les lieux. Accassius continue de mener ses troupes, abattant les soldats un à un sans pitié. Hanno fait de même de son côté, tuant les Romains à une vitesse impressionnante. Alors que les Romains prennent d'assaut la forteresse en se protégeant avec la puissance de leurs boucliers, Arisha tire ses flèches depuis les hauteurs, incluant les combattants à l'épée. En la voyant, Accassius ordonne à ses propres archers de riposter, et Arisha est mortellement atteinte. Hanno regarde avec horreur son corps tomber dans la mer avant qu'un soldat romain ne le frappe par derrière, le faisant également chuter. Inconscient, Hanno voit le mythique passeur emmener Arisha dans l'au-delà. Il essaie de la rattraper en criant désespérément son nom, mais à ce moment-là, son corps refait surface et il se réveille. À proximité, il trouve le corps sans vie de sa femme. Il pleure en retirant la flèche de sa poitrine avant d'être capturé par les Romains. Par la suite, Accassius revendique la ville au nom de Rome, tandis que ses hommes brûlent les corps. Tous les citoyens, y compris Hanno, reçoivent des marques au fer rouge sur leur corps, les identifiant comme esclaves. Les esclaves sont ensuite envoyés à Rome à bord des navires. Pendant le voyage, Hanno remarque que Jugurtha a une blessure grave et l'aide à la panser. Jugurtha pense qu'il lui reste peu de temps et se rappelle le jour où il a trouvé Hanno, un enfant perdu dans le désert. Ce souvenir a déclenché une mémoire chez Hanno. Il se souvient avoir vécu avec une famille aimante avant que sa mère ne l'envoie loin lorsque les Romains attaquèrent leur maison. Finalement, les navires arrivent à Ostie, le port de Rome. Accassius est accueilli comme un héros et les empereurs jumeaux le couronnent de lauriers. Il demande une pause dans les combats pour passer du temps avec sa femme, mais les jumeaux annoncent leur intention d'envahir la Perse et l'Inde ensuite. Les esclaves sont conduits à Antium, en périphérie de Rome, où Macrin supervise leur entraînement comme gladiateurs. Jugurtha, Hanno et quelques autres esclaves sont relâchés dans une arène d'entraînement pour affronter des babouins féroces. Des soldats cachés lancent des fléchettes sur les babouins pour les rendre plus agressifs. Rapidement, les bêtes sautent sur les esclaves, les attaquant avec leurs crocs. Jugurtha refuse de se battre et tombe à genoux en attendant la fin. Hanno veut le sauver, mais il est trop tard, et Jugurtha meurt. Lorsque le babouin s'en prend à Hanno, il l'arrête en émettant ses chaînes dans sa gueule et mord sa patte. Il finit par étrangler le babouin avec ce qui impressionne Macrinus au point qu'il décide d'acheter Hanno. Plus tard, Hanno et ses compagnons sont envoyés au baraquement avec le reste des esclaves de Macrin, qui se moquent de lui en imitant les bruits de babouins. Après leur repas, ils sont présentés à Macrinus pour évaluer les nouvelles recrues. Hanno refuse de parler, alors Macrinus ordonne à Vigo, le formateur, de l'affronter. Au début, Hanno semble désavantagé, mais il se reprend et montre une compétence impressionnante en battant Vigo. Hanno est ensuite conduit dans les chambres privées, où Macrinus explique qu'il a choisi ses gladiateurs pour leur rage, et qu'Hanno en regorge. Hanno parle enfin, disant que son but est de tuer Accassius. Macrin lui explique qu'il peut y parvenir en remportant suffisamment de combats à Rome. Pendant ce temps, Accassius retrouve sa femme Lucia, fille de l'empereur précédent. Il admet être fatigué de la tyrannie des jumeaux, et avec Lucia, il commence à planifier une rébellion pour rendre à Rome sa grandeur. Quelque temps après, Macrin emmène Hanno à une fête organisée dans la ville par le sénateur Thraex. Hanno et un autre esclave de Thraex sont forcés de s'affronter à l'épée, jusqu'à la mort, devant les empereurs. Hanno refuse d'abord de tuer et se bat en utilisant le mobilier et tout objet à portée, mais l'autre refuse d'abandonner, obligeant Hanno au poignarder. Geta est très impressionné et demande à Hanno d'où il vient. Celui-ci répond par une citation de l'Énéide de Virgile sur l'enfer. Heureusement, les empereurs trouvent la poésie amusante et sont impatients de revoir Hanno dans l'arène. Après la fête, Macrin réprimande Hanno pour avoir fait le malin devant les empereurs et lui demande où il a appris de telles paroles. Hanno explique qu'il avait un prisonnier romain dans sa ville et qu'il en a tiré quelques histoires, mais Macrinus ne le croit pas. À la grande surprise de Hanno, il reçoit 2 pièces pour le combat et apprend que les gladiateurs peuvent économiser pour racheter leur liberté. Cette nuit-là, dans une chambre secrète,
Lucia et Acacius rencontrent quelques sénateurs pour partager leur plan visant à sauver Rome. Acacius explique que l'armée romaine lui est loyale, et les sénateurs acceptent de le soutenir. Quelques jours plus tard, Hanno et d'autres esclaves sont emmenés à Rome pour les jeux de gladiateurs au Colisée. Ils sont impressionnés par l'architecture et les statues, mais remarquent également la pauvreté dans les rues. Macrinus rencontre Thraex, et ils conviennent de doubler leur pari. Au Colisée, les empereurs accueillent Acacius et Lucia dans les places principales, et la foule scande le nom du général. Après un discours d'Acacius, les esclaves entrent dans l'arène, suivis par Glycéo, le champion gladiateur, qui arrive monté sur un rhinocéros. Hanno prend la tête du groupe et organise une stratégie pour esquiver les attaques du rhinocéros. Tout d'abord, le plan fonctionne, mais un esclave est rapidement blessé et ralenti, permettant à Glycéo de l'attraper avec des bolas. Le rhinocéros le tue avec sa corne. Hanno se frotte de la terre dans les mains, ce qui rappelle à Lucia son ancien amant, Maximus, héros du premier film. Il utilise également la terre pour distraire le rhinocéros, sautant hors de son chemin et provoquant l'effondrement de l'animal contre un mur. Glycéo chute du rhinocéros et se bénit, mais il est toujours capable de se battre. Une violente bataille s'ensuit entre lui et Hanno, chaque homme utilisant toutes les armes trouvées dans l'arène. Glycéo parvient à renverser Hanno, incitant Caracalla à réclamer du sang, mais Lucia plaide pour la clémence. Geta lève le pouce en signe de grâce, mais Hanno refuse la pitié des Romains et reprend le combat. En quelques mouvements seulement, il parvient à tuer Glycéo. La foule, ainsi que les autres esclaves, scandent alors le nom de Hanno. Dans les quartiers des gladiateurs, le docteur Ravi soigne les blessures de Hanno. Après le combat, Lucia se retire dans ses appartements et récupère les indices qu'elle a observés ce jour-là. La citation de Hanno et le geste de la terre confirment qu'il est Lucius, le fils qu'elle a eu avec Maximus. Quand Lucius était enfant, il était le seul héritier légitime au trône. Lucia l'avait envoyé loin pour le protéger de ceux qui voulaient le tuer pour s'emparer du pouvoir. Lucia pleure en réalisant que son fils bien-aimé est de retour et invite Macrin à partager un repas. Elle tente de lui poser des questions sur ses esclaves d'un ton désinvolte, mais Macrin a envoyé qu'elle cache quelque chose. Plus tard, Macrinus enquête et apprend que Lucia avait un fils disparu. Les rumeurs disent que le défunt époux de Lucia n'était pas le père biologique, car il préférait la compagnie des hommes. Ces informations permettent à Macrinus de faire des liens. Le soir, Lucia emprunte un passage secret pour rencontrer un sénateur ami qui la guide jusqu'aux cellules des gladiateurs. Hanno révèle qu'il se souvient d'elle et de son vrai nom, mais il affirme que Lucius est mort et qu'il n'est plus qu'Hanno désormais. Lucia tente de se justifier, mais Hanno, en colère, la chasse. De retour chez elle, Lucia raconte à Acacius que son fils est vivant et implore son aide, ce qui est entendu par une servante. Le lendemain matin, Hanno s'entraîne avec d'autres esclaves, mais Vigo, toujours amer, renvoie le groupe, laissant Hanno manipuler seul un mécanisme d'aviron. En fin de journée, les mains de Hanno sont en sang, et Ravi lui administre des soins tout en partageant son histoire. Ravi, bien comme libre, a choisi de rester à Rome pour une femme avec qui il a construit une nouvelle vie. Le prochain combat de gladiateurs se déroulera sur des navires. L'arène est inondée et des requins nagent dans l'eau. Les adversaires tirent des flèches enflammées, et chaque corps tombant dans l'eau devient nourriture pour les requins. Hanno encourage son équipe à continuer de ramer. Une fois proche de l'autre navire, ils détruisent leurs rames. Les flèches volent et plusieurs hommes meurent, mais Hanno pousse son équipage à prolonger. Avec leurs ennemis incapables de bouger, le navire d'Hanno avance et enfonce l'autre, le brisant en deux. Hanno et ses hommes sautent sur le bateau adverse et éliminent un par un leurs adversaires. Tandis que des corps tombent dans l'eau, le navire endommagé est poussé près de la tribune principale. Hanno saisit une arbalète et un pneu sur Acacius, mais un combattant le bouscule au dernier moment, faisant rater son tir. La flèche se plante entre les empereurs, qui croient à une tentative d'assassinat personnel. Après le combat, les esclaves acclament Hanno. Vigo, furieux de la tentative d'Hanno avec l'arbalète, le réprimande, mais Hanno lui répond avec défiance. Pendant ce temps, la servante de Lucia révèle tous les secrets de Thraex. Plus tard, Macrinus se rend chez Thraex pour récupérer l'argent de leur pari, mais Thraex le paie en information. Des rebelles contrôlent de détrôner les empereurs, mais leur plan est retardé car ils doivent d'abord libérer un gladiateur de l'arène. Cette nuit-là, les soldats impèrent. Dans les quartiers des gladiateurs, Acacius et ses hommes s'infiltrent pour sauver Hanno. Cependant, les soldats des empereurs les attendaient déjà, tirant rapidement des flèches sur les hommes avant de capturer Acacius. Le couple est amené devant les jumeaux, et Geta les réprimande pour leur trahison. Acacius éclate de rire, ce qui met Caracalla en rage. Ce dernier attrape une épée et tente de tuer Acacius, mais Geta l'en empêche immédiatement, déclaré que le châtiment doit être public. Après que le couple a été conduit dans une cellule, Macrin fait remarquer que la crucifixion est réservée aux voleurs et qu'Acacius est un héros. Pour rester en bon terme avec les citoyens, envoyer Acacius dans l'arène serait une meilleure idée.
Le lendemain, Ravi montre à Hanno le sanctuaire des champions gladiateurs, et Hanno remarque que le nom de Maximus a été effacé. Cependant, dans la tombe de Maximus, son armure et ses épées sont encore en bon état. Sur le mur, Hanno lit « Ce que nous faisons dans cette vie résonne dans l'éternité ». Pour le prochain combat de gladiateurs, des soldats supplémentaires protègent les sièges principaux, et Lucia est enchaînée. Acacius est le premier gladiateur, et il doit affronter les soldats de la garde prétorienne. Affronter autant d'adversaires n'est pas choisi facile. Acacius est blessé à plusieurs reprises, mais il reste un guerrier magnifique et parvient à tuer chaque soldat avec son épée. Ensuite, Hanno est envoyé et commence à se battre contre Acacius, laissant la faute incertaine sur qui soutenir. Les deux hommes sont d'excellents combattants, et le combat dure longtemps sans signe de fin. Finalement, Acacius s'épuise. Il avoue à Hanno qu'il connaît son identité, puis lâche ses épées véritables et lève la main en signe de reddition. Geta met immédiatement son pouce vers le bas, mais avant que Hanno ne puisse lever son épée, Acacius explique qu'il aime profondément Lucia et qu'il aurait donné sa vie pour Maximus. Ces paroles poussent Hanno à baisser son épée aussi, ce qui met les empereurs en colère. Il ordonne aux archers de procéder à l'exécution. Les flèches tuent immédiatement Acacius, et Hanno demande à la foule si c'est ainsi que Rome traite ses héros. Il leur rappelle que les citoyens ne devraient s'attendre à rien de mieux pour eux-mêmes. La foule commence alors à huer les empereurs, et les gardes maintiennent les gens à distance pendant que leurs dirigeants quittent le Colisée. Dans la soirée, Macrin rend visite à Hanno pour lui demander pourquoi il a épargné Acacius. Hanno explique que construire une Rome meilleure est possible, mais Macrin estime que c'est un rêve impossible et lui rappelle qu'il n'est qu'un outil. Dans les rues, les citoyens se révoltent et mettent le feu partout, demandant les têtes des jumeaux. Les soldats essaient de les arrêter, mais la faute les submerge par le nombre. Dans les chambres royales, Geta et Caracalla commencent à se disputer sur la marche à suivre. Caracalla blâme Geta pour tout, ce à quoi ce dernier répond en lui jetant de l'eau au visage. Caracalla quitte la pièce en trombe, suivi de Macrin, qui le manipule. Il affirme que Geta accusera Caracalla de tout publiquement et qu'il doit le confronter. Fatigué de tout partager, Caracalla saisit une lame et tranche la main de son frère. Geta l'arrête et lui rappelle qu'il l'aime, ce qui le fait hésiter. Soudain, Macrin apparaît derrière Caracalla et guide sa main pour trancher plusieurs fois le cou de Geta avant de l'événement. Au matin, Lucia rend visite à Hanno et lui donne la bague de Maximus. En retour, Hanno partage ses condoléances avant qu'ils ne se réconcilient par une étreinte. Pendant ce temps, Caracalla s'empare du trône et annonce que son singe sera son premier consul tandis que Macrin sera son second. Macrin présente la tête de Geta aux sénateurs et explique qu'il a besoin de plus de pouvoir pour protéger leur gouvernement. Les sénateurs votent donc pour le nommer chef de la garde prétorienne. Plus tard, Macrin rend visite à Lucia et lui révèle qu'il était autrefois esclave de son père, et qu'il prévoit maintenant de mettre fin à la lignée impériale pour devenir empereur lui-même. Pendant ce temps, Hanno donne la bague à Ravi, lui demandant du porter à l'armée d'Acacius à Ostie. Avant de partir, Ravi donne les clés de la cellule à Hanno. Le lendemain, Ravi évite plusieurs gardes pour atteindre le général, qui accepte immédiatement d'aider en apprenant que la bague vient de Lucius, le prince de Rome. Au Colisée, Vigo annonce que ce sera le dernier combat de Hanno et lui montre l'épée de bois symbolisant la liberté qu'il pourra obtenir s'il protège sa mère. Subitement, Hanno ouvre la porte de sa cellule et associe Vigo avant de le tuer lentement avec l'épée de bois. Les autres esclaves sortent également de leur cellule et tuent rapidement tous les gardes. Tandis qu'il dégage la voie, Hanno se rend sur la tombe de son père pour récupérer son épée et son armure. Il garde encore la flèche qui a tué Arisha et murmure qu'elle devra attendre. Puis, Hanno prononce un discours inspirant aux esclaves, qui acceptent tous de se battre pour leur liberté. Ensuite, il entre dans l'arène et trouve Lucia attachée à un poteau, entourée de sénateurs rebelles, tandis que la faute scande son nom. Les soldats royaux entrent également dans l'arène, mais la foule les hue. Avant qu'ils ne puissent attaquer, les esclaves se précipitent pour aider Hanno à combattre à armes égales. Une bataille féroce s'ensuit. Caracalla est exalté par le chaos, tandis que Macrin, frustré, ordonne à un commandant d'appeler la cavalerie. Cependant, cela n'est pas possible, car la cavalerie protège la ville contre l'arrivée de l'ancienne armée d'Acacius, dirigée par Ravi depuis Ostie. Ils parviennent tout de même à libérer quelques soldats qui entrent bientôt dans l'arène et commencent à massacrer sans pitié les esclaves et les sénateurs. La foule s'affole, et un garde tire une flèche, tuant un spectateur. C'est la goutte de trop. La foule se révolte, pousse les soldats hors des murs, mais perd également d'autres civils dans le chaos. Pendant que tout le monde est distrait, Macrin saisit l'occasion de tuer Caracalla en lui insérant un stylet dans l'oreille. Dans l'arène, suffisamment de soldats ont été tués pour permettre une ouverture. Hanno en profite pour tenter de sauver sa mère. À ce moment-là, Macrin tire une flèche qui transperce le cœur de Lucia. Dans un dernier souffle, elle donne à Hanno ses dernières paroles d'encouragement avant de mourir. Ensuite, Macrin s'échappe à cheval pour rejoindre l'armée aux portes, et Hanno vole un cheval pour le suivre.
Quelques minutes plus tard, la garde prétorienne rencontre l'armée d'Acacius, dirigée par Ravi, à l'extérieur de la ville. Hanno se présente alors devant Macrin et se dévoile comme Lucius, le véritable héritier du trône. Il plaque Macrin pour le faire tomber de son cheval, et les deux hommes engagent un combat à l'épée. Macrinus s'avère être un adversaire redoutable. Il parvient à briser l'épée de Hanno et le désoriente en lui jetant de la terre au visage. Ensuite, Macrin pousse Hanno dans la rivière et commence à le poignarder, mais l'armure protège ce dernier en renvoyant les coups. Hanno se voit à nouveau dans l'au-delà et se remémore les dernières paroles de sa mère. Avec une force renouvelée, il refait surface, frappe Macrin, puis récupère son épée pour lui couper un soutien-gorge, avant de l'éventer avec un coup au ventre, mettant enfin un terme à sa vie. Alors que le corps de Macrin flotte au loin, Hanno rappelle aux armées le rêve de son grand-père d'une Rome parfaite. Tous les soldats se rallient à cette vision, chantent leur soutien et conviennent de ne plus se battre. Cette nuit-là, Lucius retourne dans l'arène, prend un peu de sang de Lucia, puis recueille de la terre en l'honneur de son père.